Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ces conférences de l'INSEAD semblent attirer de plus en plus d'auditeurs. Et je voudrais, avant de présenter le conférencier de ce soir, vous dire un mot sur ce que nous avons fait jusqu'alors et le pourquoi de ces conférences. Ce que nous essayons de faire, c'est de permettre de mieux comprendre ce qui se passe dans nos sociétés, de décoder le présent et d'essayer d'anticiper un peu le futur. Cette année, et avec l'impact dramatique du Covid, ça nous rappelle notre fragilité, notre humanité dans la maison commune, notre difficulté à anticiper demain et aussi que le progrès scientifique, la technologie ne nous protège pas des crises et des catastrophes. On a commencé notre réflexion parce que j'essaye dans ces conférences de se situer par rapport à la problématique de notre société aujourd'hui. On a commencé la conférence avec une réflexion sur l'énergie, sur la base de notre vie quotidienne. Le regard de Jean-Marc Jancovici, à la manière d'un futurologue, a interrogé ce qui risque d'arriver, particulièrement en termes de changement climatique, et comment nous pouvons essayer de nous protéger. Ensuite, on a invité un anthropologue, Frédéric Keck, qui est venu partager ses recherches sur l'origine de ce maudit virus et qui fragilise davantage encore nos sociétés et met bien en évidence notre vulnérabilité. Les donneurs d'alerte peuvent-ils nous permettre d'éviter et de limiter les épidémies? C'est ce qu'a essayé de nous expliquer Frédéric Keck. Dans 15 jours, le 11 février, c'est dans la Silicon Valley et en Chine que nous irons explorer la technologie, particulièrement la digitalisation, l'intelligence artificielle et ce que nous réserve le futur. C'est Charles-Édouard Bouet, un fin connaisseur des deux rives du Pacifique, qui nous parlera des titans qui cherchent à façonner notre futur. Je vous rappelle d'ailleurs qu'au cours de ces conférences, vous n'hésitez pas à poser des questions sur votre écran. Et ma collègue Catel Le Goulven, que vous allez voir dans un instant, que vous voyez maintenant, qui est la directrice du Hoffman Institute for Business and Society de l'INSEAD. Et elle va rassembler les questions, les synthétiser et les présenter aussi à Bertrand Badret. Aujourd'hui, vous pourrez poser les questions donc, sur l'écran et on essaiera d'y répondre au terme de l'exposé de M. Badret. Aujourd'hui, c'est un homme aux multiples talents, en fait un praticien de la sagesse qui va partager avec nous l'expérience accumulée au cours de nombreuses activités, de nombreuses fonctions qu'il a occupées. Bertrand Badret, c'est un haut fonctionnaire, c'est un entrepreneur, un chef d'entreprise, un expert en finance internationale, un conseiller des princes, ceux qui cherchent à éclairer leur action en faisant appel à la réflexion et à la sagesse. Il y a un certain nombre de princes dans cette catégorie. C'est un écrivain, d'ailleurs, il vous parlera, c'est un peu le thème de son exposé de ce soir, de son dernier livre, « Voulons-nous changer le monde ?» Sérieusement, une question qui j'espère, nous intéresse tous, on veut tous changer le monde, moi en particulier. Et il avait écrit déjà un premier livre qui s'appelle « Monnaie, et si la finance sauvait le monde ?» Monnaie au nid. C'est un travail tout à fait intéressant qui permet de comprendre, sans être un expert, le problème de la finance et ce qu'on peut faire, comment ne pas maudire la finance et voir ce qu'on peut faire, ce que chacun d'entre nous ou ce que les autorités peuvent faire avec la finance. Donc voilà deux ouvrages récents, l'un de 2018 et celui-ci tout récemment en 2020. Donc, c'est aussi un écrivain, il a ses différentes casquettes et ses nombreux rôles, et c'est un écrivain. Et comment est-il arrivé là? Il a commencé un peu comme historien.
il a commencé à la Sorbonne en faisant une maîtrise d'histoire, puis est allé ensuite à HEC, développer ses compétences en termes de gestion et de management, à Sciences Po, puis à l'ENA. Après l'ENA et l'inspection des finances, le ministère des Finances, et puis une carrière progressivement dans la grande direction, dans la haute direction des banques, que ce soit chez Lazare, à la Société Générale, au Crédit Agricole. Et il a travaillé, il a été aussi le conseiller du président Chirac, qui a trouvé que sa sagesse était précieuse. Il a aussi travaillé beaucoup avec M. Camdessus, qui a fait une conférence ici il y a quelques années, qui était le gouverneur de la Banque mondiale et avec qui Bertrand Badré a travaillé. Et puis, il a créé en 2016 sa propre entreprise, Blue Like an Orange Sustainable Capital. Alors, ça vous semble un peu ésotérique, mais je suppose qu'il va vous expliquer. Il pourra le faire, ce que je ne ferai pas très bien, qui s'intéresse, qui s'active sur l'investissement responsable, sur l'impact investment. Essayez de voir comment la finance peut être utilisée à des fins qui contribuent au bien commun et qui sont des investissements qui contribuent à l'amélioration de la vie en société par un meilleur choix des investissements et un meilleur contrôle de ces investissements. Et il a beaucoup travaillé sur ces questions de finance, mais ce soir, il va nous parler non seulement de la finance, mais aussi de toute cette réflexion que vous trouverez dans son livre, où il dit, au fond, on peut faire quelque chose. Il n'y a pas que ceux qui ont le pouvoir en ce moment, il n'y a pas que les élites. Chacun d'entre nous peut faire quelque chose. Et il va essayer d'expliquer comment on peut faire. Je vais lui passer la parole et l'écouter avec beaucoup d'attention. Bertrand Badré, alors je dois vous dire qu'il est à Washington en ce moment. Bertrand, je vous en prie. Malgré un an de confinement, on oublie de couper, de remettre le son. Merci beaucoup, professeur, de votre accueil extrêmement agréable. Je suis à Washington sous le soleil. Non seulement le soleil de la météo, mais le soleil des changements politiques qui altèrent, j'espère pour le meilleur, le climat de la ville. Donc je suis très heureux d'être avec vous ce soir. C'est un moment à la fois très intéressant mais difficile pour parler du monde d'après, pour parler de la finance. Il y a quelques semaines, avant Noël, la perspective du vaccin ouvrait des espoirs peut-être irraisonnés et laissait se dessiner un rebond très fort de l'économie mondiale. Et donc, on se prenait à rêver que tout allait recommencer très vite. Les jours heureux dont parlait le président au mois de mai étaient à portée de main. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est un peu plus compliqué, qu'il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes. J'ai une partie de ma famille en France qui m'explique les atermoiements sur un éventuel reconfinement, ses modalités, sa durée, etc. J'imagine que tous, là autant que vous êtes, vous suivez avec une certaine anxiété ce qui pourrait être décidé dans les jours qui viennent. Pourtant, malgré ces incertitudes, malgré ces doutes, malgré le côté un peu sombre de cette rentrée, des perspectives économiques qu'on revoit plutôt à la baisse et un coût pour les finances publiques qu'on revoit à la hausse, je pense qu'il est quand même possible maintenant de parler non plus d'un hypothétique monde d'après, comme on l'a fait tous il y a un an, moi le premier, mais commencer à évoquer ce à quoi pourrait ressembler un futur proche souhaitable. Et ce que je souhaite faire avec vous ce soir, c'est partager le résultat de réflexions qui ont été forgées pendant près de 25 ans à explorer à peu près tous les recoins de la finance. Vous l'avez rappelé à l'instant. Dans un de mes livres, je m'intitulais en préface « Forrest Gump de la finance », de manière à la fois malicieuse et peut-être un peu arrogante. Et j'étais au ministère des Finances quand on a créé l'euro, petit soldat, mais quand même, j'ai vu ça d'assez près. J'étais à Londres, banquier, au moment de la bulle Internet. J'étais à New York quand la même bulle Internet a explosé, que le World Trade Center s'est effondré. J'étais à l'Élysée en 2003 au moment de la guerre en Irak.
et dans la cellule diplomatique de l'Élysée à ce moment-là, donc suivant de près des événements liés au Moyen-Orient, et en même temps l'organisation du G8 qui a suivi. J'ai été directeur financier du Crédit Agricole de la Société Générale pendant toute la durée de la crise financière mondiale, de 2007 à 2013. Donc j'ai vraiment vu le tapis quitter mes pieds et le système s'effondrer sur lui-même. Et puis j'ai eu la chance d'arriver à Washington en 2013 comme numéro 2 de la Banque mondiale, à un moment où ça m'offrait plusieurs options. La première, de regarder une crise avec un regard un peu décentré, donc pas seulement le regard de banquier français à Paris, mais de me retrouver à Washington, donc de voir ça depuis l'autre côté de l'Atlantique, et au titre de la Banque mondiale, d'avoir une vraie vision mondiale, et en particulier prenant en compte la perspective des pays émergents en développement. Et donc, ça a pas mal stimulé mes réflexions. Ça m'a permis de voir que ce qu'on croyait vrai d'un endroit n'était pas forcément d'un autre. Ce qu'on sait confusément, mais qu'il est parfois bon de se voir rappeler. Et puis, surtout, au titre de la Banque mondiale, au-delà de mon rôle de la Banque mondiale, j'ai travaillé et j'ai représenté la banque dans le G20, le G7, le Financial Stability Board, qui est l'émanation du G20 qui était créé pour traiter des questions de régulation financière internationale. Donc j'ai pu toucher du doigt ce que c'était que cette fameuse gouvernance mondiale, cette fameuse gouvernance internationale. Comment est-ce qu'on fait des règles au niveau mondial quand il y a une crise? Comment ça se passe au quotidien? Et pourquoi c'est souvent plus facile à dire qu'à faire? Et puis finalement, j'ai choisi de mettre toutes ces réflexions par écrit en 2016. Après avoir quitté la Banque mondiale, j'ai passé un an dans un think tank à Washington, spécialité américaine, on connaît assez peu en France, où pendant un an, j'ai pu un peu me retourner sur ce que j'avais fait, essayer d'en tirer quelques leçons. C'est à ce moment-là que j'ai travaillé sur le livre que vous évoquiez, Can Finance Save the World, dans sa version américaine. Avec comme sous-titre Regaining Control of Our Money to Serve the Common Good, reprendre le contrôle de l'argent pour le mettre au service du bien commun. Donc ça, c'était le message un peu optimistique que m'inspiraient mes années à la Banque mondiale et ce que j'y avais vécu, notamment, on y reviendra tout à l'heure, les accords de Paris, les objectifs de développement durable, enfin l'élan de 2015. Et puis, sur ces bases-là, je me suis dit, je ne peux juste pas faire comme si rien ne s'était passé, retourner dans le système. Donc, j'ai choisi, avec quelques personnes, et le soutien de quelques personnes, de créer mon propre fonds d'investissement dans le développement durable, dans les pays émergents. Là aussi, j'y reviendrai tout à l'heure. Et comme on dit en anglais, to walk the talk, c'est-à-dire non seulement écrire un livre, mais essayer de le mettre en application pour moi-même. Ça a été un chemin compliqué. Je n'étais pas préparé à être entrepreneur et c'est pas très facile quand à la Banque mondiale vous êtes traité, je ne vais pas dire comme un chef d'État, mais vous êtes quand même très bien traité. On vient vous chercher à l'aéroport, on s'occupe de vous et brusquement vous vous retrouvez dans votre basement à Washington avec votre papier et votre crayon. On va dire bon, ok, comment est-ce que je vais convaincre les gens de me confier leur argent pour l'investir dans le développement durable. Voilà, donc ça a été mon épiphanie, si je puis dire. On est encore en janvier. Et qui m'a amené à créer Blue Like an Orange Sustainable Capital. Ce fonds a maintenant un peu plus de 3 ans. Nous avons levé 200 millions de dollars que nous avons largement investis. Et donc, le fonds est en train de commencer à produire ses fruits. En parallèle de cette activité, j'ai continué à essayer de participer au débat public, soit à titre personnel, soit avec tel ou tel rôle que j'ai pu avoir, notamment le président Emmanuel Macron, qui avait préfacé mon livre sur l'avenir de la finance, m'a demandé de copiloter la démarche One Planet avec le One Planet Lab, avec Nick Stern, l'économiste britannique, qui a été le premier à modéliser les changements climatiques, et avec Paul Polman, l'ancien patron d'Unilever, qui est un des dirigeants d'entreprise les plus engagés dans l'approche durable du capitalisme. Donc ça me donne une légitimité publique pour prendre la parole. Et donc je continue à essayer de travailler, on y reviendra aussi dans le cours de mon exposé, à la manière dont on peut améliorer le système. Alors, le livre dont il est question ce soir, il est sorti, je l'ai écrit pendant le confinement, il est sorti à la rentrée en septembre 2020 en français. Voulons-nous, entre parenthèses, sérieusement changer le monde? C'était un peu une réflexion peut-être plus lucide, en tout cas moins immédiatement optimiste que la précédente,
prenant acte du fait qu'entre 2015 et 2020, avant le Covid, il ne s'était pas passé grand-chose sur les engagements qui avaient été pris, notamment en matière climatique, mais pas seulement, et qu'en fait, on disait tous qu'on voulait changer le monde, mais qu'on n'était en fait pas vraiment sérieux. Et donc, est-ce qu'on veut vraiment changer le monde? Est-ce qu'on veut sérieusement changer le monde? Et si oui, que fait-on? Et c'est un peu le propos et les réflexions que j'aimerais bien partager avec vous ce soir. Et, et donc, je suis très heureux de le faire, alors malheureusement à distance. J'aime beaucoup mieux en général le contact physique, mais en même temps, ça permet de démultiplier aussi, donc c'est très bien. De le faire après mon grand ami Jean-Marc Jancovici, que je connais depuis près de 20 ans et dont j'ai vu les débuts quand il a créé Carbon 4 et The Shift Project, et avant Charles-Édouard Bouet, que je connais aussi depuis un certain temps, et ces deux personnes avec qui j'ai eu largement l'occasion de discuter. En revanche, je ne connais pas l'anthropologue, malheureusement, mais en tout cas, Jean-Marc et Charles-Édouard sont des gens avec qui j'ai l'occasion de discuter de ce dont on va parler ce soir. Alors, la manière dont je voudrais structurer mon propos est la suivante. Je vais revenir un peu sur une perspective historique, essayer de nous projeter à peu près un siècle en arrière et voir finalement comment on est arrivé là. M'arrêter sur la période qui sépare la crise financière de la crise du Covid. Qu'a-t-on fait ou que n'a-t-on pas fait pendant cette période-là? Et voir finalement avec le Covid, selon le principe churchillien, mais enfin attribué à beaucoup de gens qu'il ne faut jamais gâcher une bonne crise, qu'avons-nous devant nous et que pouvons-nous faire, que devons-nous faire, que sommes-nous capables de faire si nous sommes sérieux? Voilà un peu la trame de mon exposé. Alors si je prends une perspective historique, une centaine d'années, ça s'y prête assez bien. On se retrouve à la fin de la Première Guerre mondiale. Alors, on avait oublié, mais ça a été rappelé de manière très claironnante ces derniers mois, la grippe espagnole, qui a probablement fait autant de victimes, si ce n'est plus, que la Première Guerre mondiale. Enfin, en tout cas, une séquence 1918-1920 pas extrêmement heureuse et pas forcément très bien traitée non plus. Je ne vais pas revenir sur les différents traités de paix, dont le traité de Versailles, et les germes de tensions qui étaient contenues dans ce traité. Keynes, comme d'autres, avait alerté sur le fait que ce n'était pas la bonne manière, d'un point de vue économique, de traiter les conséquences de la Première Guerre mondiale. C'est effectivement ce qui s'est passé. Des principes mal posés, une absence de coordination internationale, des égoïsmes qui se déchaînent après la crise de 29, la montée des fascismes et des autoritarismes, enfin, bref, une séquence qu'on connaît bien et qui est celle qui pour moi la séquence la plus épouvantable qu'on puisse imaginer, celle qui nous mène de 1918 à 1945. Alors, en 1945, changement de décor, les Américains intervenus dans la guerre, cette fois ne fuient pas leurs responsabilités. Alors, les cyniques diront qu'ils le font par intérêt, les autres diront qu'ils l'ont fait par générosité, peu importe, c'est probablement un mélange des deux. En tout cas, ne se désintéressent pas du reste du monde, et finalement, après une trentaine d'années de régression mondiale, rouvre une forme de mondialisation organisée ou organique. En tout cas, de ce côté-là du rideau de fer. On peut argumenter que ce n'était pas forcément la même chose vu de Pologne ou de l'Union soviétique. Enfin, en tout cas, dans d'autres parties du monde, on pose un certain nombre d'institutions. En 1944, en juillet, c'est les accords de Bretton Woods qui aboutissent à la création du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. En 1945, en juin, à San Francisco, la Charte des Nations Unies. On peut parler du plan Marshall, la création de l'OTAN, du GATT qui allait devenir l'OMC, etc. Enfin, puis un peu plus tard, les prémices de la construction européenne. Enfin, on voit bien qu'en quelques années, finalement, on pose le décor qui est, au moins en façade, toujours le nôtre aujourd'hui. C'est toujours celui dans lequel on évolue aujourd'hui. Et la clé de tout ça est effectivement les États-Unis. Les États-Unis d'un point de vue sécurité, les États-Unis d'un point de vue économique, les États-Unis d'un point de vue monétaire, je dirais même les États-Unis d'un point de vue intellectuel. Et au cœur de tout ça, le dollar. Le dollar qui est la seule monnaie convertible en or pour des raisons évidentes, parce que les États-Unis est à peu près le seul pays qui avait encore de l'or en 1945. Donc, le système est organisé autour des États-Unis. Le FMI a pour objectif de surveiller les balances des paiements pour garder un équilibre au système. Et la Banque mondiale a pour objectif d'aider à reconstruire l'Europe et le Japon. Voilà un peu le décor. Tout ça fonctionne à peu près bien pendant ce qu'on a appelé en France les 30 Glorieuses, période de rattrapage extraordinaire de l'Europe et du Japon vis-à-vis des États-Unis.
tout ça fonctionne jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. Dans les années 60, ça commence à se dérégler, notamment autour du dollar. À la fois du fait de la guerre du Vietnam, mais aussi du développement du commerce international, il y a beaucoup de dollars qui sortent des États-Unis. Certains, comme le général de Gaulle en France, disent très bien, moi je renvoie mes dollars et comme le dollar est convertible en or, je veux mon or. Et donc on voit bien que le système est mis sous tension. Tout ça craque dans les années 70. Avec deux dates pour moi extrêmement importantes. Je commence par la dernière, je reviendrai sur l'autre ensuite. La dernière, c'est le 15 août 1971. Richard Nixon, président des États-Unis, prend tout le monde par surprise et décrète la suspension temporaire de la capacité d'échanger ces dollars en or. Alors, on est toujours dans le temporaire 50 ans après, on va fêter le 50e anniversaire dans quelques mois maintenant. Et là, on change de système. On passe d'un système organisé autour du dollar à un système où la norme devient la valeur donnée par le marché. Si je vous demande ce soir combien vaut un dollar, vous allez me dire un dollar vaut tant d'euros. Je dis, très bien, alors et un euro, ça vaut combien? Ça vaut tant de dollars. Et donc, dans un système où ça bouge tous les jours. Donc, mentalement, on s'est projeté d'un système organisé à un système de marché, où le marché devient la manière de valoriser les choses. Et ça a d'ailleurs abouti à des changements très profonds du rôle du FMI et du rôle de la Banque mondiale. D'ailleurs, ça ne fonctionnait plus pareil, ça s'est adapté. Mais en tout cas, on a changé de référent, y compris mentalement. Quelques mois auparavant, autre date très importante, le 13 septembre 1970, il y a un débat aux États-Unis à ce moment-là qui fait rage. General Motors, qui est la première entreprise américaine, à l'époque on disait ce qui est bon pour General Motors c'est bon pour les États-Unis, et ce qui est bon pour les États-Unis est bon pour General Motors. C'est vraiment l'entreprise américaine par excellence. General Motors réfléchit à ouvrir son conseil d'administration à 3 représentants de ce qu'ils appelaient à l'époque le public interest, qu'on appellerait aujourd'hui stakeholder ou société civile, ou je ne sais pas. En tout cas, 3 personnes qui seraient autour de la table pour dire attendez, il y a les intérêts de l'entreprise, les actions, mais il y a aussi l'intérêt public. Et Milton Friedman, grand économiste, futur prix Nobel de l'école de l'Université de Chicago, fait un article retentissant dans le New York Times, très long, dans lequel il explique que c'est absurde, l'objet de l'entreprise c'est faire du profit et le public interest n'a juste rien à voir avec la mission de l'entreprise. Il dit que ce serait du socialisme non frelaté, enfin vraiment pour ce qui était un très très gros mot aux États-Unis à l'époque. Et donc on se retrouve autour des années 70-71, on bascule d'un univers où on s'interrogeait sur le rôle de l'entreprise, la grande entreprise, je pense que la création de l'INSEAD n'est pas très loin d'ailleurs à ce moment-là. Enfin, le management, la société des managers, etc. L'actionnaire n'était pas au premier plan. Et brusquement, on bascule dans un système où le marché et l'actionnaire deviennent un peu le compas et la boussole des années qui viennent. Alors ça trouve sa traduction politique quelques années plus tard avec Reagan aux États-Unis et Thatcher en Grande-Bretagne, ce qu'on a appelé la révolution conservatrice, ce qu'on a appelé le modèle néolibéral, ce qui est devenu après, pour les institutions internationales, le consensus de Washington, donc un monde de frontières ouvertes, un monde de capitalisme actionnarial, un monde de liberté de circulation des mouvements de capitaux, etc. Enfin, le monde qui finalement est celui dans lequel moi j'ai appris la finance, dans lequel j'ai grandi. Et là aussi, ne nous racontons pas d'histoire. Ça a plutôt assez bien marché, comme le modèle précédent, jusqu'à ce que ça trouve ses limites. À un moment donné, quand on pousse trop loin, on trouve les limites. Alors, on a une étape intéressante en 1989. En 1989, chute du mur de Berlin. Et moi, à l'époque, j'étais étudiant à Sciences Po, et on nous faisait lire l'essai d'abord, puis le livre ensuite de Francis Fukuyama sur la fin de l'histoire. Ça y est, le modèle avait triomphé. Le FMI, la Banque mondiale d'ailleurs, s'ouvrait à l'ex-Union soviétique et à ses satellites. La Chine achevait sa transformation, enfin dans un univers où finalement démocratie et économie de marché marchaient triomphalement vers un futur radieux et partagé par toute l'humanité. Et comme beaucoup, j'y ai cru, je me dis c'est génial, je finis mes études à ce moment-là, c'est un univers formidable qui s'ouvre devant moi. Bon, évidemment, comme on sait, avec le bénéfice du recul, la suite du film n'a pas été exactement conforme au teaser, et le système a fonctionné assez bien jusqu'à ce qu'il cesse de fonctionner avec plusieurs soubresauts et finalement la crise financière mondiale. Je dis ça parce que c'est le nom officiel anglo-saxon, c'est the Global Financial Crisis,
qui commence en 2007-2008 et qui s'achève, on peut dire, en 2012-2013 avec la fin de la crise de l'euro. Donc on a 5-6 ans de très grave crise financière mondiale. Alors là aussi, petite digression, quand j'arrive à Washington en 2013, un de mes premiers rendez-vous était avec le ministre indien des Finances, qui me dit avec pas mal d'humour, vous savez, vous appelez ça the Global Financial Crisis, mais moi, j'ai rien à voir là-dedans. L'Inde n'est pas dans cette crise. Quand c'est une crise chez nous, vous appelez ça crise asiatique. Quand c'est une crise chez vous, c'est mondial. Voilà, ça c'était un bon rappel à l'ordre sur le fait qu'on est parfois un peu occidentalo-centré. Donc, crise de 2007-2008, que je vis aux premières loges en étant directeur financier de Crédit Agricole, qui était à l'époque une des toutes premières banques du monde par sa taille, y compris d'ailleurs par sa valorisation boursière. Cette crise, il y a des dizaines de livres qui ont été écrits dessus. Je vais pas vous faire un exposé sur la crise aujourd'hui, mais plusieurs commentaires. Le premier, c'est d'abord une crise transatlantique. Et donc, c'est bien le cœur du modèle créé dans les années 80 qui est touché. C'est une crise qui touche les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Europe d'abord et avant tout, même si elle a des effets sur le reste du monde. C'est un système financier qui a dérapé, qui est le système transatlantique. Deuxièmement, c'est une crise de l'innovation. Je pense qu'on est arrivé à un moment où l'innovation financière était un peu autoréférencée et que finalement, on innovait pour le plaisir d'innover. Et je mets au défi quiconque de m'expliquer aujourd'hui en quoi un CDO au carré, parce que c'était un des produits vedettes de l'époque, apportait un quelconque bénéfice au bien commun mondial. Donc on avait, et de manière intéressante, j'avais vu des statistiques il y a quelques années, le moment où dans les économies américaines et britanniques, l'activité financière a eu le plus grand poids dans le PNB, c'est de manière non totalement coïncidente, 1929 et 2007. Donc quand à un moment donné, la finance prend trop de place, il y a un petit risque. Donc voilà, crise de l'innovation et d'une finance prenant un peu trop de place. Deuxièmement, et ce n'est pas un accident, crise de la régulation et de la supervision. Je dis que ce n'est pas un accident parce que c'est au cœur du modèle néolibéral. Michel Cantu, avec qui j'ai travaillé, comme vous l'avez rappelé, et rappelle dans ses mémoires, il me l'avait raconté avant, une discussion qu'il avait à Londres en 1989 au moment de la crise de la dette latino-américaine. Et donc, en tant que directeur général du FMI, il reçoit les banquiers en leur disant, écoutez, effectivement, ces pays se sont trop endettés, mais en gros, vous leur avez trop prêté. Vous êtes un peu responsable de ça. Ça marche dans les deux sens. Vous êtes aussi, entre guillemets, vous en êtes mis plein les poches. Et Margaret Thatcher, qui était là, l'interrompt, lui disant « Never lecture a banker, they know ». Et c'était vraiment l'idée que le marché fonctionne tout seul, s'autorégule, ce que l'on appelle la light touch regulation, et que finalement, il vaut mieux laisser le marché se réguler, le marché allouer les risques, etc., et que tout ça finit par trouver un équilibre naturel. Bon, évidemment, c'est ce qui s'est passé en 2007 a montré le contraire. J'aime bien rappeler que le premier semestre 2007 a été focalisé sur la tentative d'OPA de plusieurs banques sur la banque néerlandaise ABN AMRO. On était dans un système un peu fou où il fallait faire grandir les banques à tout prix. L'idée, c'était la taille, c'était le rendement, très peu de capitaux propres, faire du levier et gagner le plus possible. Et on s'est aperçu que dans les candidats au rachat d'ABN AMRO, rétrospectivement, il y avait Barclays et Royal Bank of Scotland, deux des plus grandes banques britanniques, qui en réalité n'avaient pas le moindre fonds propre. Mais à l'époque, ce n'était pas grave. L'idée, c'était il faut gagner le maximum avec le maximum de levier, le minimum de fonds propres et le maximum de dettes. Et donc, un système que le régulateur a laissé prospérer. C'était l'époque où une banque comme Deutsche Bank expliquait qu'il voulait gagner 20 ou 25% de return on equity, donc de retour sur fonds propres chaque année. Tous ceux qui ont fait un peu de finance savent que pour arriver sur ce type de rendement, on peut le faire de manière exceptionnelle, mais on ne peut pas le faire de manière régulière à l'échelle d'une entreprise comme une banque comme Deutsche Bank. Donc, on a cette crise de la supervision qui n'est pas un accident. C'est aussi une crise de la mondialisation en tant que telle. C'est-à-dire que la mondialisation était devenue hémiplégique. Elle avait une jambe, je ne sais pas si c'est la jambe droite ou jambe gauche, en tout cas, une des deux jambes qui allait beaucoup plus vite que l'autre, c'était la jambe financière et technologique. La finance et la technologie bousculaient les frontières, allaient très très vite, c'était possible, il y avait qu'à le faire. En revanche, la jambe légale et éthique était beaucoup plus fragile et beaucoup plus lente. Et donc, on a eu une espèce de fossé croissant entre, encore une fois, une mondialisation galopante sur le plan financier et technologique et une mondialisation en retard sur le plan de la gouvernance, de l'éthique, du vivre ensemble. Comme l'avait rappelé Mervyn King, le gouverneur de la Banque d'Angleterre au moment de la faillite de Lehman Brothers, il dit voilà, Lehman Brothers, du temps tout allait bien, c'était vraiment une global company, tout le monde était ravi, regardez comme ça marche, allocation au niveau mondial, formidable. N'empêche que le jour de la faillite de Lehman Brothers, le 15 septembre,
et ben Lehman Amérique a rapatrié dans la nuit tous les avoirs de Lehman partout dans le monde. Et pour avoir parlé avec eux, le responsable de Lehman en France, le responsable de Lehman en Grande-Bretagne sont arrivés le lundi matin au bureau, il n'y avait plus rien. Et donc Mervyn King dit, bah voilà, quand on prospère, on est mondial, quand on meurt, on devient américain. On revient domestique. Donc la mondialisation a montré ses limites. Ça marche tant que ça marche, mais quand ça ne marche pas, on est quand même content de revenir chez soi. Donc voilà, on pourrait continuer comme ça. Je pense que c'est important d'avoir ça à l'esprit. Quel était le principal impact de cette crise? Pour moi, c'est la confiance. Je pense qu'à ce moment-là, on a accéléré, il y avait déjà des tensions dans le système, mais on a accéléré une perte de confiance très importante. C'est la montée de la défiance vis-à-vis de la finance, vis-à-vis des politiques, y compris vis-à-vis des scientifiques. Un exemple, pour prendre un cas français, mais j'ai testé cet exemple aux États-Unis et les gens comprennent exactement la même chose. Je l'ai testé à peu près partout où j'ai pu m'exprimer. En 2008, à l'été 2008, le débat en France, en juillet-août 2008, c'est la création du RSA. Martin Hirsch, qui maintenant est à l'assistance publique à Paris, était à l'époque dans le gouvernement Sarkozy pour créer le revenu de solidarité active. Et en 2008, on se pose la question de savoir s'il faut que ce RSA soit mis en place dans toute la France, dans une région pilote, combien d'argent on consacre, et on parle de 400, 500, 600, 700 millions d'euros, les ordres de grandeur. Et l'été, il y a beaucoup d'articles là-dessus, intéressant. Arrive la faillite de Lehman Brothers quelques semaines plus tard, le 15 septembre 2008, et début octobre, Nicolas Sarkozy met en place ce qu'on avait appelé à l'époque le plan de soutien au financement de l'économie. On n'a pas dit plan de soutien aux banques, le plan de soutien au financement de l'économie où on mobilise plus de 400 milliards d'euros. Moi, j'étais à l'époque au Crédit Agricole, donc j'ai l'occasion de pas mal me promener dans toute la France. Et les gens me disent, on met 2 mois à ne pas trouver 1 milliard pour les pauvres, et là, en 15 jours, on trouve 400 milliards pour les banques, en gros, les riches et les puissants. Et à partir de là, vous avez, je dirais, un fossé dans les sociétés qui se déploient. Encore une fois, aux États-Unis, c'est la même chose. Comme on dit aux États-Unis, what's in it for me? Vous avez sauvé Wall Street, qui de nouveau rejoue au casino, et moi, j'ai rien. Et cette tension, c'est vraiment du carburant pour cette crise de défiance. Donc voilà un peu, si je fais vraiment à grands traits, ce siècle de la finance. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en parallèle des dernières années, se met en place, à peu près avec les mêmes étapes, la prise de conscience de la nécessité d'apprendre notre développement d'une manière différente. J'ai dit 70, 71, Friedman et Nixon. On pourrait rajouter 72, le rapport du Club de Rome montrant les limites de notre modèle de croissance. 1988, le rapport des Nations Unies, dit rapport Gro-Harlem-Brundtland sur le développement durable. La conférence de Rio sur l'agenda 21 pour le 21e siècle en 92. Les premiers accords de Kyoto sur le climat. En l'an 2000, l'adoption par les Nations Unies des objectifs du millénaire. Donc, on a toute une mécanique qui se met en place en parallèle de coopération internationale sur ces questions, en particulier environnementales. Voilà à peu près où on en est en 2008-2010. Alors, qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là, face à la crise, et tout en ayant cet agenda environnemental qui commençait à se déployer petit à petit? La réponse, elle a d'abord été réglementaire. Évidemment, c'est dans les mains du G20, du Financial Stability Board, du G7, dos au mur en 2008-2009, Sarkozy avec d'autres dit on va tout traiter, il n'y aura pas de trou dans la raquette, les paradis fiscaux, la réglementation des banques, les assureurs, etc. On va remettre tout ça d'équerre. Et avec notamment un rôle très important des Chinois, qui nous l'ont rappelé d'ailleurs depuis en de nombreuses occasions. Au fond, on a colmaté le système, on n'a pas transformé le système, on a durci les réglementations, on a durci les ratios, on a fait en sorte que les États viennent au secours des maillons faibles, et finalement, soyons pas trop négatifs, on n'a pas répété le scénario des années 30. On a joué ensemble, on a joué G20, on s'est mis d'accord sur une réglementation internationale. Ça n'a pas été parfait, on peut discuter à l'infini de ce qui ne s'est pas fait, mais enfin, en gros, le système ne s'est pas effondré. Et on n'était pas en 2019 comme on était en 1939. Donc il y a quand même de ce point de vue-là, il faut rendre justice aux acteurs. On n'est pas tombé dans le fossé. À l'inverse, on n'a jamais traité au fond les failles du système précédent. Les failles à la fois techniques,
mais aussi les failles éthiques, celles qui n'avaient pas été traitées. Alors, il y a eu un début de tentative, et j'avoue que j'y suis particulièrement sensible parce que j'ai été partie prenante des travaux à l'époque, en 2015. En 2015, il y a eu 3 grandes conférences internationales qui ont été un peu le signal de « OK, on s'est planté, quelle feuille de route pour le 21e siècle? Comment finalement choisir collectivement un modèle de croissance qui soit durable, qui soit inclusif et qui soit résilient ?» Alors, je vais commencer par la fin pour une audience française. C'est les accords de Paris sur le climat en décembre, les fameux accords dits de COP 21. Ce sont les engagements des Nations Unies en septembre à New York, les objectifs de développement durable, les Sustainable Development Goals en anglais. Vous avez peut-être vu parfois le pins avec les 17 couleurs, les 17 objectifs de développement durable. Un peu moins connu en juillet, la conférence d'Addis en Éthiopie sur le financement du développement et les relations entre pays développés et pays émergents et en développement. Tout ça est formidable et c'est très compliqué si vous relisez ces objectifs et ces conférences de ne pas être d'accord. On a plutôt tous envie que tout le monde ait accès à l'eau potable, que la pauvreté soit éradiquée, qu'on ait une consommation responsable, etc. Et que la température, ce n'est pas plus de 1,5 degré. Très compliqué de ne pas être d'accord avec ça. Ce qu'on a en revanche sous-estimé à l'époque, c'est l'importance des changements qui étaient requis pour aller là. J'avais un peu travaillé à l'époque dans un rapport qu'on avait appelé Billions to Trillions sur l'équation financière. D'un côté, les Nations Unies, la Banque mondiale chiffrait le coût de cette transition de 3 000 à 6 000 milliards de dollars additionnels par an. Donc c'est ça les trillions, des milliers de milliards de dollars, c'est des trillions. À côté de ça, quand vous combinez l'intervention de la Banque mondiale, de la BEI, du FMI, de toutes ces grandes institutions publiques internationales, vous avez 150-200 milliards par an. Les engagements qui avaient été pris à l'époque pour le climat, 100 milliards. Et il y a un peu de double comptage. L'aide publique au développement, 150 milliards. Il y a un peu de triple comptage. Donc, mon idée, c'est de dire, voilà, comment est-ce qu'on passe de ces billions, de ces milliards, à ces milliers de milliards? Et comment est-ce qu'on y arrive? Et je me souviens, une des premières réunions que j'avais eues avec les Nations Unies, c'était amusant parce que c'était un univers plutôt de diplomates et moi je viens vraiment du secteur financier. Il y en a un qui dit c'est très simple, on va demander au Qatar et à la Norvège, qui sont très riches, de financer tout ça. Alors je leur ai dit, je ne leur demanderai pas. 2, même si vous leur demandiez, ils ne vous le donneraient pas, ce n'est pas l'objectif. Et en plus, ce serait idiot. Ce qu'il faut, c'est travailler le système pour que spontanément, le Qatar et la Norvège mettent leur argent au bon endroit pour avoir le bon effet. Ça, c'est intéressant. C'est donc travailler sur le système. Et donc, le billions to trillions, c'est essayer de dire comment est-ce qu'on peut mobiliser les ressources locales par l'impôt, par l'épargne, comment est-ce qu'on peut mobiliser les flux de capitaux internationaux pour finalement, avec l'argent mondial, l'allouer au meilleur endroit de la meilleure manière. Donc, j'aurais dû, comme je dis, déposer un brevet sur Billions to Trillions, parce que dans toutes les conférences internationales pendant 3 ans, on a fait référence à l'approche Billions to Trillions. Malheureusement, c'est resté assez rhétorique. Et on a surtout gardé un système qu'on retrouve très très bien dans les accords de Paris, qui est un système qui est fondé sur la bonne volonté. Les signataires aux accords de Paris s'engagent à avoir des objectifs nationaux, et l'espoir, c'était qu'il n'y aurait non pas une course vers le bas, mais une course vers le haut, que chacun voudrait faire mieux que son voisin. Et que par ailleurs, le marché se mettrait en ordre de marche, que ça devenait un peu le mantra mondial, et que le marché, il ferait la bonne affaire et il suivrait. Et donc, on a beaucoup parié sur la bonne volonté, en oubliant que la bonne volonté, elle est par construction fragile, qu'elle peut être contournée, qu'elle peut être manipulée, ce qu'on appelle le washing en anglais. Et finalement, on a bâti un système où il n'y avait pas d'incitation forte. C'est-à-dire que c'est un système qui ne récompensait pas les bons comportements et qui ne punissait pas les mauvais comportements. C'est un système qui survalorisait l'intention et l'affichage au détriment du vrai impact. Et donc, il est devenu très clair dès la fin 2019, début 2020, avant le Covid, qu'on n'était pas en route pour suivre les engagements de 2015. C'était vrai sur le climat et c'était vrai sur le développement durable en général. Dans un contexte où, par ailleurs, les inégalités avaient continué à avancer, inégalités au sein des pays, et notamment dans les pays développés, tensions croissantes, probablement plus fortes aux États-Unis qu'en Europe, mais tensions un peu partout, avec des manifestations comme on l'a vu en France avec les Gilets jaunes, et tensions entre les pays, avec quelques symboles comme
la crise des réfugiés en Europe ou le mur entre le Mexique et les États-Unis. Alors là, je ferai une digression littéraire si vous me le permettez. J'ai relu pendant le confinement et j'ai repris cette phrase dans mon livre, les Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Donc, les Mémoires d'Adrien, Yourcenar se met dans la peau d'Adrien, l'empereur romain vieillissant, au moment de la plus grande gloire de Rome, et elle lui fait dire, je sais que la chute de Rome va arriver, comment puis-je la retarder? Comment puis-je retarder ce moment où les barbares au dehors et les esclaves au dedans se rueront sur un monde qu'on leur demande de respecter de loin ou de servir d'en bas? Et donc, c'est bien ça la question des inégalités. Donc, on se retrouve avec une tension environnementale, on se retrouve avec des tensions sociales. Et là, par-dessus tout ça, arrive, c'est ma troisième partie, le Covid. Alors, le Covid n'est pas une crise de la mondialisation en tant que telle, ce n'est pas une crise du capitalisme. Alors, beaucoup de choses ont été écrites, probablement assez exactes, sur le fait que des pandémies comme le Covid risquent de se multiplier du fait de la manière dont on traite la nature, du fait de notre relation avec les animaux, du fait de la multiplication des contacts, de l'urbanisation, etc. Mais des pandémies, il y en a eu sous toutes les latitudes et à tous les siècles. Donc, il ne faut pas dire c'est un bébé du capitalisme, c'est absurde. Mais bon, ce qui est intéressant avec le Covid, c'est qu'il met en évidence les failles qu'on n'avait pas traitées précédemment. D'une certaine manière, il nous oblige à finir le travail qui n'avait pas été fait après la crise financière. Par ailleurs, le Covid souligne les égoïsmes. Il souligne une mondialisation sans boussole, un multilatéralisme qui ne fonctionne pas. Alors, on va voir si ça change avec Biden, pardon. Mais j'aime bien rappeler qu'en mars, la Banque mondiale et l'ONU chiffrent le besoin de soutien à apporter aux pays émergents en développement à 2500 à 3000 milliards de dollars. Le G20 se réunit en Arabie Saoudite et accouche dans la douleur d'un soutien de 10 milliards. 10 milliards par rapport à 2000 milliards, sachant que par ailleurs, comme vous l'avez vu en Europe ou comme on l'a vu aux États-Unis, les pays développés, en revanche, n'ont pas hésité à ouvrir les vannes pour eux-mêmes. Et on voit bien l'ampleur des mobilisations américaines et européennes. Eux, effectivement, sont dans les milliers de milliards. Donc, on voit bien un système, donc des failles qui sont de nouveau révélées, un système international qui ne répond pas, et par ailleurs, un certain nombre de tendances qui sont accélérées. Le numérique, je pense que Charles-Édouard vous en parlera. Les inégalités sont renforcées. Les inégalités sanitaires, on voit bien que les plus pauvres sont plus touchés que les plus riches dans les pays. On le voit particulièrement aux États-Unis, les minorités. Impact économique, c'est ce qu'on appelle la reprise en K, où effectivement, ceux d'entre nous qui avons la chance d'avoir des actifs profitent de la montée des prix de l'immobilier, profitent de la hausse des marchés. Dans le même temps, il y a des gens qui perdent leur travail et qui se retrouvent à la rue. On a des centaines de millions de pauvres nouveaux dans le monde, et au même moment, les milliardaires américains, les chiffres sont sortis, Oxfam les a sortis au début de la semaine, les 50 plus riches américains ont vu leur fortune croître de 500 milliards pendant le Covid. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Donc inégalité poursuivent leur marche. Et donc, ça nous oblige à nous reposer la question de la finance dans le monde d'après. Est-ce que la feuille de route qu'on a prise en 2015, c'était un artifice? Est-ce qu'on y croit vraiment? Est-ce qu'on est sérieux? Tout ça à un moment où la finance elle-même est confrontée à des questions difficiles. La question des taux d'intérêt à zéro est une question compliquée. Moi, j'ai fait de la finance. Les taux zéro, c'était un accident à Hong Kong en 1987. Les taux ne peuvent pas être à zéro et a fortiori ne peuvent pas être négatifs. Ça veut dire quoi d'être dans un monde où les taux sont négatifs? Comment est-ce qu'on explique à nos enfants le goût de l'épargne, le goût de l'investissement, le goût du futur? Comment ça marche? On voit bien que ça nous rend compliqué l'analyse du risque, par exemple. Donc la finance va devoir se poser des questions. Comment on vit longtemps dans cet environnement, qui n'est plus un accident? Qu'est-ce que nous disent les cryptocurrencies et le Bitcoin sur la monnaie? Le Facebook, le Libra qui maintenant s'appelle Diem, ça veut dire quoi? Et le thème qu'on voit sur le rôle des banques centrales, est-ce que l'argent est devenu gratuit? Est-ce que finalement on pourrait ne pas rembourser nos dettes? Donc on voit bien qu'on perd l'un après l'autre tous nos compas. Avec un constat, c'est que le modèle friedmanien, le profit comme fin en soi, l'objet de l'entreprise est de faire du profit, de maximiser son profit, reste au cœur de notre système. C'est ce qu'on trouve derrière nos normes comptables, ce qu'on trouve derrière les modes de rémunération, ce qu'on trouve derrière les obligations fiduciaires, c'est-à-dire les obligations des gens qui gèrent notre argent, ce qu'on trouve dans les règles de gouvernance des entreprises, dans la manière dont nos agences de notation fonctionnent, dans la manière dont on rapporte l'activité des entreprises, etc. Tout le système est
organisé en fonction de cette approche friedmanienne, qui a montré ses limites, en particulier dans la crise. L'approche friedmanienne, elle est exceptionnelle parce qu'elle fonctionne très bien sur tableur Excel. C'est très facile de maximiser et d'optimiser, on sait tous faire ça. Je l'ai appris, je pense que les générations d'étudiants l'ont aussi appris à l'INSEAD. Et que l'optimisation, comme on l'a vu, ça marche tant que ça marche. On peut tirer l'élastique jusqu'à ce qu'il pète. Et c'est bien ce qu'on a vu dans la crise avec les tensions sur les chaînes de valeur. Le fait que, certes, quand on n'a pas de masque, le marché peut y pourvoir, mais quand tout le monde veut le faire en même temps, il y a un petit délai. Et on a retrouvé la notion de résilience qui s'est imposée comme une valeur importante aujourd'hui. Biden l'a redit, il a d'ailleurs dit aujourd'hui qu'il souhaitait que le gouvernement américain s'équipe de véhicules électriques produits aux États-Unis dans des usines avec des syndicats. D'ailleurs, on revient à un système où on n'est plus en train d'importer des bouts de pièces de toute la planète avec des règles d'origine extrêmement strictes. Et donc, on avait développé un capitalisme que j'appellerais un peu hors sol, un capitalisme Excel, qui a mis à mal, avec en même temps la montée d'une certaine forme d'individualisme sociologique, qui a mis à mal un certain nombre de solidarité géographique, la question de est-ce que la région parisienne a besoin du reste de la France, est-ce que Londres a besoin du reste de la Grande-Bretagne, par exemple, les solidarités économiques dans une entreprise, est-ce qu'on est prêt à aider les gens quand ça ne va pas ou est-ce qu'on se contente de les vendre ou de fermer, solidarité familiale, solidarité sociétale, on a un monde qui est devenu d'une certaine manière plus dur. Et un modèle financier qui est calé, une industrie financière qui repose sur le couple risque-rendement, qui n'intègre pas naturellement aujourd'hui les dangers d'une crise climatique et sociale. Et donc, je pense qu'il faut qu'on revoie notre modèle, qu'on change, comme on dit en informatique, notre operating system, qu'on se rapproche de ce qu'un des professeurs que j'aime beaucoup, Colin Mayer, à Oxford, dans un livre Prosperity, a écrit avec beaucoup de talent, en disant il ne faut pas que l'objet de l'entreprise n'est pas de maximiser le profit. L'objet de l'entreprise, c'est de trouver des solutions profitables aux problèmes de la planète et de ses habitants. Ce n'est pas dire que le profit est mauvais, c'est dire que le profit n'est pas une fin en soi, le profit est un moyen en vue d'une fin, et que cette fin, c'est bien de trouver des solutions à nos soucis, et pas juste de maximiser le profit en tant que tel. On est au tout début de ce travail, c'est un travail qui est difficile, qui est aride, qui n'est pas très fun. J'avais dit ça à un ministre qui m'a dit « Tu me vois aller au journal de 20 heures pour expliquer qu'il faut travailler sur les normes comptables ?» Peut-être, en tout cas c'est une bonne question. On est au tout début de ce travail, il va falloir revoir toutes ces normes. Et pour moi, fondamentalement, ça veut dire ne pas remettre en cause l'économie de marché. Je pense que l'économie de marché est ce qu'on a trouvé de mieux pour allouer des ressources sous contrainte, qu'il va falloir travailler sur ces contraintes. L'économie de marché, sinon, c'est comme l'eau, ça va tout droit. Et ça suit la ligne de plus grande pente. En revanche, si on canalise, au sens presque physique du terme, l'économie en mettant d'un côté des règles et des normes, avec ce qu'on a le droit de faire, de ne pas faire, ce qui est recommandé de faire, etc., ce qui est la responsabilité publique, et d'autre côté, qu'on fait appel au marché. Le marché, c'est vous, c'est moi, c'est les consommateurs, c'est les investisseurs. J'aime bien rappeler que Exxon, qui était la première entreprise mondiale par la capitalisation en 2013, aujourd'hui n'est même plus dans le top 50 américain, donc c'est quand même passé quelque chose. Quand les employés, je rappelle dans mon livre que Paul Polman, quand il est devenu patron de Unilever, a fait donner un grand virage vers le durable à l'entreprise Unilever. Et je lui ai dit, pourquoi tu as fait ça? Il m'a dit, c'était mes convictions, mais surtout, plus personne ne veut venir travailler chez nous. Donc, le marché s'exprime aussi comme ça. Les entreprises vont suivre si leurs consommateurs, leurs collaborateurs, leurs investisseurs leur disent, on va aller dans une autre direction. Donc, ça va être une combinaison de contraintes et d'incitations, mais qui va être quelque chose encore une fois, de très important. Et il faut aller jusqu'à transformer le modèle financier, comme je dis, qui repose sur le couple risque-rendement, en ajoutant une troisième dimension qui soit risque-rendement-impact ou risque-rendement-durabilité. D'intégrer ça dans le modèle, de ne pas rajouter ça à côté, mais que les calculs l'intègrent. C'est un travail qui va nous prendre probablement de 5 à 20 ans. On commence juste, il y a beaucoup de travail. C'est pas très facile parce qu'il n'y a pas de maître du monde pour faire le boulot à notre place. On n'est pas en 1945 quand il y avait les États-Unis, on n'est pas en 1980 quand il y avait le monde anglo-saxon. Je crois que l'Europe a un rôle très important. Elle le montre avec le Green Deal, elle le montre avec toute une série de directives qu'elle prend en ce moment sur justement le développement durable, la finance durable, elle le montre avec la taxonomie. Les États-Unis ne sont pas en reste. Biden a laissé entendre qu'il voulait aussi avoir son mot à dire sur ces sujets-là. On va avoir probablement un combat d'approche entre les États-Unis et l'Europe. J'aimerais bien qu'il y ait plutôt une coopération qu'une confrontation.
En tout cas, il y a tout un travail intellectuel et politique qui est indispensable. Et c'est ça que je voudrais partager avec vous. Alors, pour conclure, je vais reprendre les 12 principes que j'ai mis en avant dans mon livre et qui, pour moi, en tout cas, ce serait arrogant de dire devraient guider la réflexion, mais en tout cas, pour moi, sont les points qu'on ne peut pas perdre de vue. Le premier, c'est qu'il faut avoir la bonne combinaison d'ambition et de réalisme. Il n'y aura pas de grand soir. Ça, c'est les gens me disent toujours quand je prends la parole, ça c'est bien les Français. Alors là, ils veulent abolir les privilèges, ils veulent abolir le capitalisme, et vous pensez que dans la nuit ça va arriver. Ça n'existe pas. Donc il faut accepter que ça prenne du temps. Ça se fait dans la durée, ça se fait en rétablissant la confiance entre les acteurs. Donc il faut être ambitieux dans le long terme et réaliste dans le déroulé. Il faut avoir, deuxièmement, une approche systémique. On ne va pas traiter le climat séparément des inégalités, séparément de la biodiversité et de la nature, séparément de la santé. Encore une fois, il faut réorganiser autour de principes simples, comme ceux posés par Colin Mayer. C'est bien la santé de la planète, elle va de pair avec la santé de notre économie, la santé des individus. Troisièmement, il ne faut pas abandonner l'idée d'optimisation. Ce n'est pas mal d'optimiser. Simplement, il faut optimiser en traitant au mieux, mais pas à tout prix. Et garder dans l'optimisation l'idée de résilience, développer des racines, ne plus avoir un capitalisme hors sol. Quatrièmement, il faut coopérer, organiser une coopération à grande échelle entre public et privé, ce qui est très difficile. Tout le monde en parle, en réalité on le fait assez peu, il y a beaucoup de suspicions dans les deux sens, et là il y a beaucoup de travail, développer des nouveaux outils, mélanger les compétences, les moyens financiers, l'expertise. Là aussi, je pense qu'il y a un chantier très très fort. Aucun des objectifs dont on parle ne sera atteint tout seul par l'État ou tout seul par les entreprises privées. Il ne faut pas se raconter l'histoire. Cinquièmement, il faut utiliser la transformation numérique. Elle ouvre des horizons. Elle fait peur, comme la finance. C'est à la fois quelque chose qui nous fascine et qui nous fait peur. Mais là aussi, il faut utiliser la puissance qui nous est donnée. Il faut l'encadrer. On voit les questions éthiques qui se posent, mais ça donne des capacités extrêmement fortes pour faire face aux défis climatiques et sociaux. Sixièmement, il faut bien se rappeler que tout ça doit se faire au service de l'homme et pas l'inverse. Rappeler que l'outil est dans la main et pas la main dans l'outil. C'est bien la main qui contrôle l'outil et pas l'outil qui contrôle la main. Et donc, garder de vue qu'on parle d'un monde humain, pas d'un monde où l'homme est à côté. Et dans ce monde humain, je mets en avant le rôle particulier, en particulier dans nos économies développées, de la classe moyenne, qui ne doit pas être une variable d'ajustement. Je ne suis pas très favorable au développement de ce qu'on appelle la société en sablier, avec une petite élite en haut du sablier et une base élargie. On revient à Marguerite Yourcenar. Septièmement, je pense qu'entre liberté et égalité, il faut reparler de fraternité. J'étais très heureux de voir que le pape François appelait sa dernière lettre encyclique Fratelli Tutti, tous frères. Je pense que c'est important de retrouver cette notion de fraternité qui va au-delà de la solidarité. La fraternité, c'est qu'on est tous frères humains dans le même bateau. Huitièmement, ça c'est mon langage de financier, je ne crois pas qu'il puisse y avoir longtemps des valorisations d'entreprises sans valeur, et je pense que l'intégrité, au sens où on va regarder si ce que vous dites est aligné avec ce que vous faites et réciproquement, l'intégrité va être une valeur cardinale au XXIe siècle. Alors je l'espère en tout cas, et là je partagerai une anecdote avec vous. J'avais participé en 2008, même un peu contribué à organiser une discussion à l'Institut Montaigne à Paris sur la crise financière, à laquelle participait Paul Volcker, l'ancien président de la Réserve fédérale américaine, un géant à tout égard, enfin vraiment une des très grandes figures de l'histoire politique et publique américaine, qui avait été celui qui avait défait l'inflation aux États-Unis, et qui avait été repris par Obama alors qu'il avait près de 90 ans pour mettre de l'ordre dans Wall Street. Et interrogé par un des participants qui lui disait « Mais monsieur Volcker, vous expliquez, vous nous dites qu'on se comporte mal, pourtant on ne fait que suivre les règles. Ce n'est pas de notre faute. » Et Volcker leur avait dit « Je n'accepte pas plus en 2008 qu'en 1945 l'excuse de Nuremberg. Vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas ce que vous faites, vous ne pouvez pas prétendre que vous ne savez pas ce qu'est l'aiguillage. Vous êtes parmi les plus diplômés, les mieux payés de la planète, vous devez assumer vos responsabilités. » Moi, je veux dire que je me suis pris un coup de poing dans l'estomac ce jour-là. Neuvièmement, on parle beaucoup de souveraineté. Je pense qu'il faut une souveraineté qui soit non pas défensive, mais offensive. Une souveraineté partagée. Là aussi, que veux-je dire par là? C'est mon expérience à la Banque mondiale.
il ne faut pas qu'on se replie. Il ne faut pas que le développement durable, ça soit un luxe de bobos de pays avancés ou de l'OCDE. C'est quelque chose dont on doit discuter avec les pays émergents en développement, et c'est tout l'objectif de ce que j'essaie de faire avec Blue Like on Orange, c'est d'aller au-devant des pays émergents et de voir avec eux ce que signifie le développement durable. Il ne faut pas reproduire à l'échelle de la planète ce qu'on nous a reproché de faire en France entre les bobos parisiens et le reste du pays. Dixièmement, je pense qu'il faut développer une culture du mieux et pas une culture du plus. Alors, ça veut dire quoi derrière cette approche sympathique? C'est se poser la question de ce qu'on mesure et de comment on le mesure. De manière intrigante, les deux référentiels dans lesquels nous évoluons aujourd'hui, le référentiel public, le PNB, et le référentiel privé, les normes IFRS, sont nés à peu près à la même époque, après la crise de 29. Quand Keynes a écrit sa théorie générale, il n'y avait pas encore le PNB, ça s'appelait la demande agrégée. Et le PNB est un concept développé par la comptabilité nationale, en particulier aux États-Unis et en France. Et donc aujourd'hui, on mesure bien l'activité publique par le PNB. On sait tous ses limites, c'est des choses qu'on peut lui reprocher. Sarkozy avait en 2008 mandaté Stiglitz, Fitoussi et Amartya Sen pour réfléchir à ça. Ils ont un très bon rapport que je vous recommande, qui n'avait pas eu de suite. Mais je pense qu'aujourd'hui, après une crise financière, une crise sanitaire, une crise sociale, une crise climatique, peut-être faut-il se poser la question de nouveau de que mesurons-nous, comment le mesurons-nous. Et de même sur les normes comptables, non pas qu'on ne comptabilisait pas avant 1929, mais Roosevelt a créé la SEC, l'autorité de marché américaine. On a confié la direction à Joe Kennedy, le père de toute la tribu Kennedy, et une des premières choses que Joe Kennedy a fait était de dire mais on va harmoniser les normes comptables, ce qui sont devenus les GAP, les Globally Accepted Accounting Principles, et qui ont été à l'origine des normes qu'on utilise aujourd'hui. Donc là aussi, peut-être qu'avec les crises qu'on voit, il serait temps de revoir ces normes. 11e principe et avant-dernier, se rappeler qu'on doit ce changement aux plus jeunes. Le développement durable, c'était dans le rapport des Nations Unies de 88, c'est le développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations à venir de pouvoir répondre à leurs propres besoins. C'est-à-dire qu'on prend des décisions qui n'empêchent pas les générations d'après de prendre elles-mêmes ces décisions. Donc, c'est-à-dire qu'on se remet toujours dans une position où les gens ne sont pas handicapés par nos propres positions. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On laisse à nos jeunes des dettes financières colossales, une dette sociale colossale, une dette environnementale colossale. Je pense qu'il est peut-être temps de regarder ça en face. Dernièrement, se dire que ce n'est pas une liste de recettes qui va répondre à ce que je viens d'évoquer. Tolstoï, dans Guerre et paix, fait dire à un des héros, tout le monde veut changer le monde, personne ne veut se changer soi-même. Et bien sûr qu'il n'y a personne qui va décider pour nous. Si on ne change pas nous-mêmes, le monde ne va pas changer. Si mes enfants me le rappellent constamment, papa, tu fais du développement durable, mais n'oublie pas le tri sélectif. Papa, tu fais du développement durable, mais n'oublie pas ça. Et à l'inverse, moi, je leur ai dit au début du confinement, quand toute une série de grands du textile avaient dénoncé unilatéralement leur contrat avec le Bangladesh en invoquant la force majeure et donc en ne payant pas d'indemnité, je me demande à mes enfants, alors c'est bien ou c'est mal? Là, c'est très très mal. Je dis, bon, très bien, vous avez bien compris. Et alors, on va continuer à acheter les t-shirts à 5 euros. Et là, il y avait un blanc. Là, voilà. Donc, il faut qu'on aille jusqu'au bout de la réflexion. Il n'y a personne qui va faire ça à notre place. Pour terminer, je voudrais juste finir avec deux citations, et vraiment, j'arrive au bout. Première citation de Jean Giraudoux, dont on parle encore un peu, qui était un écrivain français très connu de l'entre-deux-guerres. Il écrit en 1936 une pièce fameuse, 36 ou 37, je ne sais plus d'ailleurs. La guerre de Troie n'aura pas lieu. C'est un débat essentiellement entre Hector envoyé des Troyens et Ulysse envoyé des Grecs. On pourrait voir comment on peut éviter la guerre entre Troie et la Grèce. Donc c'est les deux technocrates de l'époque. On va quand même pas se faire la guerre pour Hélène. On va pas laisser brûler la ville, mourir nos enfants. Bon, finalement, comme chacun sait, la guerre de Troie a lieu comme la Seconde Guerre mondiale a lieu. Et je crois que c'est Ulysse qui a cette phrase terrible à Hector en disant « Le privilège des grands est de croire qu'ils peuvent voir les catastrophes depuis leur terrasse ». Et pas plus en 2020 ou 2021 qu'en 1936, les grands ne sont préservés. Quand la catastrophe arrive, en général, la terrasse s'effondre. Et donc, on n'est pas spectateur. Il faut qu'on s'engage. On ne peut pas juste commenter ce qui se passe, mais on est appelé à mettre le doigt dedans. Et dernier détour par les États-Unis où j'habite aujourd'hui, j'ai découvert en allant au Mont Rushmore, je connaissais vaguement, mais je n'avais pas une idée très précise, Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt, c'est le 4e du Mont Rushmore. Les autres, c'est Washington, Jefferson et Lincoln.
Et je me dis, mais qu'est-ce que fait Theodore Roosevelt? Vu de France, ça ne me paraissait pas évident. À la limite, l'autre Roosevelt, le petit-neveu Franklin Roosevelt, je voyais bien, mais Theodore, je ne voyais pas. Et donc, j'ai commencé à regarder un peu qui était Theodore Roosevelt de manière très intéressante. C'était le plus jeune président américain. Il est devenu président à la suite de l'assassinat de McKinley. Il avait 40 ou 41 ans. Et il a fait toute une série de réformes très importantes en quelques années. Le démantèlement des grands cartels, des grands trusts, Rockefeller, Carnegie, etc. Mais aussi la création de la première agence de protection des consommateurs, l'administration des parcs naturels et quelques autres choses de ce goût-là. Et on lui disait, mais vous faites la révolution. Il disait, non, non, je ne promeux pas la révolution, je l'empêche. Et c'est ce qu'on appelait le progressisme à l'époque. Et d'une certaine manière, son petit-neveu Franklin Roosevelt a un peu fait la même chose. Je pense qu'on est à un moment où il est important peut-être de faire la révolution pour empêcher la vraie révolution. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bertrand. C'était extrêmement intéressant. C'était toute cette partie historique et qui débouche sur ce qu'on peut faire, les 11 propositions. Pour nous, c'est très intéressant de comprendre et d'engager une conversation, un débat avec vous. Je vais demander peut-être à Catel, je suppose qu'on a trouvé beaucoup de questions sur les écrans. Est-ce que tu peux essayer de retirer l'essentiel et de les poser à Bertrand? Alors, elles arrivent au compte-gouttes. Hein. Merci, merci pour cet extrait sur le temps long. Les membres de l'audience ont été très attentifs et ça y est, je vois que maintenant, ça y est, les questions arrivent. Les personnes ont apprécié cette extrait sur le temps long et aussi bien pris en compte les 12 principes que vous avez évoqués. Les questions qu'on a sont sur les actions dans ce temps long et avec ces principes en socle fondateur et aussi sur qui fait quoi finalement. Donc on a par exemple une première série de questions sur le rôle de certains acteurs qui sont assez clés finalement comme les banques et les banquiers. Quels sont leurs rôles dans ces transformations d'après vous? Et de la même façon, le rôle des investisseurs aussi. Donc, je vais commencer par cette première question. Quel rôle jouent les banques dans la transformation nécessaire et celle des investisseurs? Et comment doivent changer leurs pratiques et les standards qui gèrent leurs fonctions? Alors, c'est une question évidemment qui me préoccupe puisque c'est l'univers dans lequel j'évolue. Et en fait, je pense que la question est plus importante sur les investisseurs presque que sur les banques. Les banques, elles sont en train d'évoluer. Alors, c'est pas très facile. Quand une banque dit « j'arrêterai de financer le charbon d'ici 2040 », on dit « vous foutez de ma gueule ». On dit que le charbon, c'est un problème urgent et vous avez besoin de 20 ans pour arrêter. Alors, on explique que ça prend du temps. Moi, mon analyse, pour avoir été au cœur de ces choses, c'est que le moment le plus important, c'est le commencement. Quand vous commencez à dire qu'on arrête, ça veut dire que la machine se met en marche. Je pense que ça va aller beaucoup plus vite. Une fois que les décisions sont prises, les choses vont se faire. Donc, je pense que tout ça se fait et va s'accélérer. Là où la question est beaucoup plus importante, c'est pour les investisseurs, puisque c'est bien là la principale ressource de la finance mondiale. Les investisseurs, c'est à la fois ce qu'on appelle les asset owners. Ce n'est pas les gestionnaires d'actifs. Les gestionnaires d'actifs, ils prennent l'argent et ils le placent en fonction de consignes. Donc, ils développent des stratégies et du marketing. Mais ceux qui possèdent l'argent, en bout de chaîne, c'est vous et c'est moi, mais pas souvent, rarement en direct. Enfin, ça dépend de votre niveau de patrimoine personnel. Si vous avez votre propre family office, c'est formidable pour vous. Enfin, la plupart des gens intermédient, soit par des banques privées, soit par des assureurs, soit par des fonds de pension, soit par des... Peu importe. En tout cas, il y a toute une série Donc, c'est bien la manière dont ces gens-là vont gérer l'épargne qui était essentielle. Alors, pour l'instant, les questions dont on parle, elles ont surtout été vues sur l'aspect risque. Alors, je partage une anecdote aussi avec vous qui pour moi était très révélatrice. On est en juillet 2015, donc avant la conférence de Paris sur le climat. Nous avons une réunion du Financial Stability Board, donc l'organe qui réunit les banquiers centraux et les directeurs du Trésor, plus le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et l'OCDE, pour parler de réglementation financière internationale. Au G20 de l'année précédente, en 2014, en Australie, le G20 avait demandé à ce groupe de personnes de réfléchir aux interactions entre climat et stabilité financière. Mark Carney, gouverneur de la Banque d'Angleterre et président du Financial Stability Board, réunit une réunion pour parler du lien climat-stabilité financière.
il nous demande au directeur du Trésor français et à moi d'introduire les débats, moi au titre de la Banque mondiale, pour dire que le climat c'est important, que ça impacte les plus pauvres, etc. Et puis le directeur du Trésor français parce que la conférence de Paris était à Paris et que les Français étaient mobilisés. Et après, il ouvre le débat. Et là, il y a un grand silence. Personne, aucun banquier central, aucun directeur du Trésor ne répond en disant... Et au bout d'un certain temps, l'Américain, je crois, a dit, écoute, bon, très bien, enfin, on doit parler de ça, mais il n'y a pas de lien. Enfin, je veux dire, le climat, c'est quelque chose, et nous, on s'occupe de finances. Voilà. Et puis, je crois, le Japonais derrière dit, mais je suis d'accord avec mon collègue, bon, c'est très bien, tu as vu qu'on en parle, on passe à autre chose. Et Marc Carnet dit, attendez, vous n'avez pas bien compris, on nous a demandé de faire ça, on va le faire, donc vous ne voulez pas en parler aujourd'hui, très bien, on se retrouve en septembre. Les mêmes au même endroit en septembre. Et là, Marc Carnet a l'idée astucieuse de faire venir des fonds de pension, des assureurs, etc. Toute une série de gens, et qui nous disent, bah oui, le changement climatique, c'est un sujet pour nous. Ce n'est pas un truc hypothétique. Les assureurs nous ont dit, on va dépenser des milliards de dollars en recherche sur le changement climatique, parce qu'il y a un sujet de catastrophe naturelle, par exemple. Donc, ce n'est pas un truc hypothétique. Et c'est là que le soir, Marc Carnet a cristallisé sa réflexion et qui est devenu le cœur de la réflexion sur COP21 en disant, bah oui, il y a un lien entre finance et climat, et au moins par trois risques. Le premier, c'est le risque physique, donc la multiplication des catastrophes naturelles, comme les typhons ou les incendies, comme on a vu au début de l'année dernière, et encore en ce moment en Californie, et qui sont des risques où la fréquence, l'intensité et le coût augmentent. Donc, ce n'est pas un sujet pour dans 20 ans, ça existe. Il y a déjà un sujet naturel aujourd'hui. Deuxième sujet, le risque de responsabilité, liability, comme on dit en anglais. Vous me l'avez dit en 2015 que je pouvais construire ma maison ici, et en fait, vous saviez déjà, parce que vous étiez très mal et vous aviez prévu de ne rien faire, que le niveau de la mer allait monter et que ma maison allait être submergée, donc je vous poursuis, un peu comme la Nantes. Ça, les anglo-saxons n'aiment pas le risque de liability, parce que ça, on les poursuit. Et donc, c'était dire, voilà, vous avez une responsabilité, vous savez aujourd'hui, le GIEC vous a dit en 2015 que ça allait mal finir si on ne faisait rien, malgré tout, vous avez continué, donc je vous attaque. Et troisième risque, ce qu'on a appelé le risque de transition, qui est de dire, ben voilà, si on est sérieux, on sait que la moitié des réserves fossiles de la planète ne peuvent pas être brûlées. C'est très simple, c'est une équation. Le budget carbone de la planète, il signifie qu'on ne brûle pas la moitié ou plus des réserves fossiles. Pourtant, ces réserves, elles sont valorisées dans les bilans, elles sont valorisées un peu partout. Et donc, le risque de transition, c'est de dire que ces choses qui valent des milliers de milliards de dollars valent brusquement zéro. Et donc, ça, c'est un sujet de stabilité financière. Et donc, c'est intéressant parce qu'on voyait bien que, ben voilà, il y avait quand même un problème. Et donc, c'était l'approche risque. Et c'est celle-là qui a prédominé depuis quelques années. Et aujourd'hui, on est en train de passer une approche risque à quelque chose d'un peu plus sophistiqué, qui est de dire, non seulement il y a un risque, mais en plus, c'est ce que souhaite le marché. Enfin, c'est ce que souhaitent les clients, etc. Et on est passé, y compris dans les entreprises, d'une démarche où bah, c'était bien de faire un petit quelque chose, ce qu'on appelle la RSE en France. On va faire des choses, c'est bien. Enfin, c'est un peu à côté. Le responsable de la RSE, on le fait parler à la fin du COMEX, il dit super, on va s'engager pour les banlieues, la santé, je ne sais pas quoi, enfin, etc. Et on est passé à quelque chose de beaucoup plus central, où finalement, je prends l'exemple d'une entreprise avec laquelle je travaille beaucoup, qui n'est pas connue en tant que telle, JAB, qui est une grande holding qui contrôle des choses comme prêt-à-manger, comme un leader du café avec Nestlé et quelques autres, donc des entreprises de grande consommation, et qui dit aujourd'hui, je ne peux pas être dans le café sans me préoccuper de qui sont les paysans, comment ils sont traités, d'où vient le café, est-ce qu'il est bio, etc. Je ne peux pas être dans les métiers de restauration comme prêt-à-manger si je ne me pose pas la question du gaspillage alimentaire, des emballages. Voilà. Ce n'est plus un sujet de convenance personnelle ou de conviction. Je ne peux pas prospérer dans ce métier si je ne traite pas ces questions. C'est devenu un sujet stratégique. Et donc, on est passé d'une approche un peu frileuse et risque à une approche beaucoup plus proactive où finalement, on se rend compte qu'il y a une opportunité derrière. Et je pense qu'on a évolué vers quelque chose d'un peu plus fort. On se dit finalement, si on arrive à mieux gérer ses dépenses en énergie, s'il y a un mieux-être dans l'entreprise, non seulement ça répond aux attentes, mais en plus, ça peut contribuer à mon compte de résultat. Et en plus, comme j'aurai un compte de résultat meilleur, mais en plus de meilleure qualité intrinsèque, ça va contribuer à ma valeur. Et donc, finalement, ça devient la bonne chose à faire. Donc, c'est un peu ça. Je pense qu'on est au milieu de ce voyage. Il y a des hauts et des bas et c'est compliqué. Je pense que la crise vient perturber tout ça parce que dans la crise, bah, effectivement, il y a des questions de profitabilité qui se posent, etc. Et donc, il y a parfois des décisions un peu raides à prendre. On le voit malheureusement avec les plans sociaux, comment ils sont faits. Les débats qu'il y a eu, je trouve, de manière un peu rapide avec Danone, par exemple, pour prendre un débat franco-français. Ouais.
Mais on est sur ces questions-là. Et donc, je pense qu'on est au milieu du gué. Mais je pense que les investisseurs ont une responsabilité particulière là-dedans et qui vont jouer un rôle. Alors, pour l'instant, c'est compliqué de déchiffrer ce qui se fait parce qu'il y a des annonces dans tous les sens. On a l'impression qu'il y a des milliers de milliards qui changent tous les jours. La réalité, c'est qu'ils ne changent pas tous les jours. Et que tous les jours, j'ai des appels de jeunes qui travaillent dans ces secteurs qui me disent, là, je vois rien venir. Donc, il y a un peu de travail. Mais en même temps, c'est aussi normal. Ça ne se passe pas du jour au lendemain. On ne fait pas virer des super tankers de 400 mètres dans la nuit. Ce n'est pas vrai. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de questions qui reviennent là-dessus aussi sur le rôle des investisseurs et le fait que déjà, ils imposent certaines règles éthiques et sociétales aux grands groupes. Certaines des questions font référence aux annonces de BlackRock à la suite, y compris celle de la lettre plus tôt cette semaine. Est-ce que ces annonces, ces incitations sont crédibles et peuvent faire évoluer ce rôle des investisseurs de façon effective de votre point de vue? Pour moi, elles sont importantes et leur crédibilité est clé. C'est-à-dire que si on raconte, et c'est pour ça, c'est vraiment de ces annonces-là que vient le titre de mon livre, voulons-nous sérieusement changer le monde? C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse des annonces et que derrière, ça soit suivi des faits. C'est la tension de BlackRock. Je dis d'autant plus que je les connais bien. Quand j'étais banquier chez Lazard il y a 20 ans à New York, je travaillais comme Larry Fink, le patron de BlackRock, était un client de Lazard, et j'étais le gars qui allait voir avec lui. Bon, je le connais depuis 20 ans. Et je pense qu'il est sincère dans ses convictions. La question, c'est dans quelle mesure il va pouvoir transformer toute l'organisation derrière lui. Et donc, ce n'est pas lui faire un procès en sincérité, mais c'est dire, oui, il y a du boulot. Il ne suffit pas de dire. Et c'est vrai que c'est très compliqué parce que si vous dites ça de manière extrêmement visible, vous êtes BlackRock, tout le monde vous écoute, mais que derrière, dans un monde où tout est transparent, les gens disent, attendez, vous êtes gentil, BlackRock, vous nous dites qu'il faut s'engager sur le climat, mais quand on regarde ce que font vos gérants quand ils ont l'occasion de voter en Assemblée générale et que finalement, ils sont parmi les derniers à se mobiliser sur le climat, il y a un problème. D'où Larry Fink qui dit, bah, maintenant, on va le faire. Maintenant, il faut qu'ils le fassent. Et donc, c'est toute cette dynamique. Il faut tenir les gens comptables de ce qu'ils racontent. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est qu'il y a dans tous les sens, il n'y a pas vraiment d'instrument de mesure homogène. On ne sait plus très bien si c'est 2020, 30, 40, 50, etc. Donc, il y a beaucoup de poussière. Et c'est pour ça qu'il faut être très exigeant. C'est-à-dire que quand les gens disent quelque chose, moi, quand les gens me demandent mon avis sur, j'ai encore une discussion avec une entreprise hier sur leur stratégie de développement durable, je leur dis, il vaut mieux, pour parler franglais, under promise, over deliver, donc promettre moins et faire plus que le contraire. Et se donner une trajectoire et rendre compte à chaque fois. Parce que c'est compliqué, vous ne transformez pas vos modèles dans la nuit, ce n'est pas vrai. Vous ne transformez pas l'ADN d'une entreprise dans la nuit, ce n'est pas vrai. Donc il faut prendre du temps et il faut aller en profondeur. Et il faut éviter les raccourcis du type, bon, bah, j'y arriverai jamais, donc j'ai planté des arbres. Voilà. Ouais. Et donc, du coup, et là, vous l'annoncez à nouveau et vous l'avez mis en avant dans votre exposé, un des éléments clés dans cette transformation, c'est la révision des standards. Alors, c'est pas très sexy comme thématique, mais on a aussi des auditeurs qui nous demandent d'expliciter ça un petit peu plus. En particulier, vous avez fait référence à l'importance de réviser notre système de comptabilité. Alors, c'est des choses sur lesquelles certains de nos professeurs à l'INSEAD travaillent. Il y a beaucoup d'actions sur ce plan-là en ce moment. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus de ce qui est en train de se passer dans cette révision des standards comptables qui datent, comme vous l'avez dit, d'après 1929 et qu'est-ce que vous voyez d'intéressant et d'effectif dans cette transformation? Non, il y a pas mal de choses qui se passent dans le monde. Alors, j'avais proposé de manière un peu provocatrice et j'étais ravi de voir qu'il l'avait gardé. Vous connaissez peut-être le journaliste Stéphane Soumier, qui était sur BFM. Et il m'avait interviewé et on avait accouché du concept de mark to planet. Au lieu de passer d'une comptabilité mark to market, où effectivement la valeur de votre bilan est ancrée sur la valeur que donne le marché à votre bilan. Donc en fait, quand vous arrêtez vos comptes, vous liquidez mentalement votre entreprise, dites combien est-ce que le marché m'en donne aujourd'hui. Ça, c'est le raisonnement de base, le mark to market. Et j'avais dit, en fait, il faudrait mentalement passer du mark to market au mark to planet. Combien est-ce que la planète m'en donne? Alors ça, c'est sympa, c'est un beau concept, etc. Après, il faut le décliner. Alors après, il y a pas mal de systèmes qui commencent à se discuter dans le monde. Il y a des réflexions menées par Patrick de Cambourg, l'ancien patron de Mazars en France. Il y a des réflexions à Bruxelles. Il y a Harvard avec Ronnie Cohen qui travaille. Je ne sais pas, peut-être que l'INSEAD fait quelque chose, d'ailleurs, je ne suis pas familier.
il y a Oxford, il y a beaucoup d'endroits où il y a des... Et je pense que c'est un vrai enjeu. C'est-à-dire qu'il faut... Et c'est pour ça que je crois que l'Europe a une responsabilité particulière à faire en sorte que le système qui émerge soit un système qu'on ne lui impose pas, comme les normes comptables lui ont été imposées. L'Europe a adopté les normes IFRS qui n'étaient pas du tout ce qu'on avait avant et qui sont aujourd'hui d'application immédiate en Europe. Donc voilà, je ne sais pas quelle est la meilleure voie, il y a plusieurs choses, j'aime bien ce qui se fait à Harvard, mais il y a d'autres choses, les Allemands travaillent sur des concepts, il y a beaucoup d'endroits où ça se passe en ce moment. Hier, il y a eu une annonce des KPMG, Deloitte, EY, etc., expliquant qu'ils avaient un standard pour rapporter les sujets extra-financiers. Alors, à la fois, c'est formidable, c'est un très bon signal, et honnêtement, je ne l'avais pas vu venir. En même temps, c'est le tout début, c'est sur base volontaire, ça reste déclaratif et intentionnel. Voilà, il faut qu'on passe d'un univers où on ne se contente pas de raconter ce qu'on fait, mais on mesure aussi l'impact de ce qu'on fait. Enfin, en tout cas, on ne peut pas tout avoir du premier. Donc, on est dans une phase qui est en réalité plutôt positive. Il se passe des choses. Voilà. Merci. Et donc, justement, toujours... Même si c'est un peu compliqué de faire la part des choses. Mais ce qui est certain, c'est qu'on est quand même dans un contexte de transition où aujourd'hui les entreprises ont un pléthore de mécanismes qu'elles peuvent utiliser pour reporter ce à quoi elles contribuent d'un point de vue sociétal et environnemental, et qu'en gros, elles peuvent choisir ce qui les arrange le mieux pour que ça apparaisse bien sur les brochures de publicité, en fait. Et l'idée, c'est quand même un peu d'aller vers une standardisation de ces pratiques. On a aussi des questions par rapport toujours à l'investissement et à ces notions d'impact. Quels sont aujourd'hui pour vous les défis pour vraiment identifier les projets à impact? C'est quelque chose, j'imagine, à laquelle vous avez dû réfléchir dans votre nouvelle entreprise ou alors organisation. Comment est-ce qu'on arrive à identifier ces projets qui ont un impact effectif, y compris dans les pays d'argent? Ouais, je ne vais pas dire qu'il y a des projets impact et des projets sans impact. Ça veut dire qu'il y a deux économies, une positive et une négative. Je pense qu'il faut avoir pour objectif que toute l'économie devienne à impact. Et c'est vraiment le rationnel derrière les objectifs de développement durable. C'est de mettre l'ensemble du système sous tension pour aboutir à un monde où effectivement il n'y a plus de pauvreté, on a accès à l'eau, à une alimentation durable, à une consommation durable, un système industriel équilibré, à une gouvernance, etc. Et donc moi, le parti que j'ai pris avec Blue Like an Orange, c'est de m'arrimer à ce système, alors qui a des défauts, hein. Il est ce qu'il est, il a été essentiellement écrit par des gens qui sont de la sphère publique, donc il n'est pas complètement facile à traduire en données privées. Il est très vaste, donc les gens disent on peut faire n'importe quoi, on met ce qu'on veut dans les outils de développement durable. Tout ça est exact. Mais bon, en même temps, c'est la seule feuille de route qu'on a sur la table. Compte tenu de l'état de la coopération internationale, je pense qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. On n'arrivera pas à refaire un cadre comme celui-là très vite. Donc, il faut faire avec. Et à partir de là, voir comment on s'organise. Alors, l'aspect le plus connu, c'est évidemment les aspects climat. C'est là qu'il y a le plus de normes, le plus d'attentes, normes privées, normes publiques, les trajectoires d'émissions, le net zéro, la neutralité carbone, tout ça, avec des feuilles de route. En France, l'ADEME a fait un guide pour expliquer comment on avait... Tout ça est assez documenté. C'est plus compliqué quand on rentre dans la biodiversité, dans le social, etc. À la manière dont moi je fais, alors en plus, moi j'opère dans les pays émergents en développement où le degré de sensibilité et de connaissance de ces jeux-là est un peu plus faible. C'est pas forcément que ça les intéresse pas, c'est qu'on en parle moins. C'est souvent, je me dis souvent, c'est les monsieur Jourdain de l'impact qui font de l'impact sans le savoir. Et donc, un des aspects intéressants quand on investit dans une entreprise en Colombie ou au Brésil, c'est de dire, voilà, nous, on va vous apporter de l'argent, mais en même temps, on veut travailler sur votre impact. Et en fait, vous faites des choses formidables, on va les formaliser, on va les mettre en avant, on va les mesurer, on va rendre compte. Et donc, nous, on a bâti notre propre système de rating impact, comme il y a un rating crédit. Alors, on peut comparer le crédit de la France au crédit d'une entreprise comme PSA ou Stellantis aujourd'hui, comme le crédit d'une organisation internationale. Je pense qu'on peut comparer l'impact, c'est l'approche qu'on a pris, l'impact d'un projet dans la santé, à l'impact d'un projet dans l'accès au crédit, à l'impact d'un projet dans l'eau, à l'impact. En gros, où avez-vous le plus d'impact? Alors évidemment, ça relève en partie de choix personnel, mais au moins, on veut avoir une méthode transparente qui formalise nos choix. Et on a choisi de mettre en avant 4. Donc, on a un système qui est assez compliqué. On a une note qui est composée de 2 éléments qui nous permet d'avoir un rating.
La moitié des éléments sont des éléments qu'on regarde pour l'ensemble des entreprises et des projets qu'on finance, et la deuxième moitié est spécifique. Vous allez avoir un bloc sur l'eau, la santé, l'éducation, l'accès au crédit, l'agriculture, etc. Et puis vous avez un bloc transverse. Et dans le bloc transverse, les 4 objectifs qu'on regarde, le premier, c'est la création d'emplois. Nations Unies, job décent, enfin des jobs formels, ce n'est pas les petits jobs, c'est des gens qui ont un vrai job, un vrai métier, une feuille de paie, etc. C'est très important dans les pays émergents en développement, et c'est ce qu'on valorise le plus. Le deuxième, c'est tout ce qui est lié à l'égalité homme-femme, à la fois parce que c'est important en soi, mais parce que c'est très révélateur de ce qui ne va pas, sinon, dans l'accès au crédit, la santé, l'éducation, etc. Donc ça, c'est très crucial. Le troisième, on s'était posé la question de garder le climat, et finalement, on a pris, alors on rentre dans la cuisine des objectifs de développement durable, l'objectif 12.6, qui est la prise en compte par l'entreprise de l'environnement au sens large. Donc, c'est pas tellement parce qu'on ne va pas disqualifier un investissement dans une clinique parce qu'elle a une émission carbone trop élevée. Ça n'a pas de sens. En revanche, que cette clinique prenne en compte dans son management l'environnement, c'est-à-dire l'eau, l'air, le carbone, la biodiversité, la nature, etc., ça, c'est important. Donc, comment est-ce que le management intègre cette dimension dans sa vie quotidienne et dans son planning opérationnel? Et le quatrième critère qu'on regarde, ça, c'est notre choix, c'est un critère d'innovation. On veut plutôt aller dans des modèles qui apportent quelque chose de nouveau. Et ça, c'est notre choix. Mais il est transparent, il est sur notre site. Quand on finance quelque chose, la note est publique. Et l'avantage comme un système de notation, c'est qu'on peut le faire vivre. C'est-à-dire que si au moment d'investissement, il a une note B-, mais qu'en fait, il fait un travail extraordinaire, il peut avoir, au bout d'un an, on passe à note de B- à B. Ou si au contraire, il fait moins bien, ben on passe à C+. Voilà. Merci. Alors, il y a quand même une question sur le nom de votre fonds, Blue Like an Orange. Vous pouvez nous dire d'où ça vient parce que je suis obligée de vous le poser. On nous l'a demandé 2 fois, donc je vous pose la question. Vous faites bien, et vous ne l'auriez pas posé, j'aurais été déçu parce que vous auriez fait baisser ma statistique de 100%. En fait, le nom, pour ne pas perdre trop de temps, c'est une référence au poème de Paul Éluard de 1929, « La terre est bleue comme une orange ». Et en fait, je m'étais déjà servi de ce poème dans le livre que j'avais écrit avec Michel Cantu sur l'eau il y a une quinzaine d'années, où une des premières phrases du livre, je me revois même l'écrivant, était « La terre aurait dû s'appeler mer car elle est bleue comme une orange ». Parce qu'au moment où Paul Éluard a écrit son poème, je pense que personne ne savait que la Terre apparaîtrait bleue vue du ciel. Elle n'était pas sortie, la NASA n'avait pas produit ces belles photos. Et donc Paul Éluard avait cette vision de la Terre bleue, la vision de la Terre comme une orange, c'est-à-dire un fruit à la fois très fécond, très riche, mais fragile. Et donc je me suis dit, bah oui, c'est ça en fait, c'est ça dont il s'agit. Le bleu, c'est la couleur du durable, la Terre, c'est comme cette orange. Et donc, allons-y pour bleu comme une orange, blue like an orange. Et alors après, j'ai posé la question à un de mes investisseurs, je lui ai dit, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Il m'a dit, mais pourquoi tu prends ce nom? Alors je lui ai expliqué, bah, c'est un poème que j'avais appris, je l'ai déjà utilisé dans un livre. Il m'a dit, c'est une super idée. D'abord, tu peux être sûr que dans 100% des cas, on te posera la question. C'est pour ça que je lui ai dit, j'attendais que tu me poses la question. Ça sera soit la première question, j'ai une première question, on comprend bien votre nom, ou la dernière question, bon, avant de partir, il y a quand même, voilà, on se posait tous cette question, pourquoi votre nom? Et il me dit, il n'y a personne dans la finance qui a un nom aussi étrange, et donc les gens vont s'en souvenir. Il est très compliqué, les gens s'en souviennent. Et de fait, les gens s'en souviennent. Blue like an orange, alors là, ça c'est tellement hors norme que les gens s'en souviennent. Et donc après, ça permet d'avoir une conversation où je raconte que j'ai fait quelque chose sur l'eau il y a 15 ans, ça me permet de dire en passant que je n'ai pas découvert le développement durable il y a 3 jours, mais que ça fait quand même 15 ans que je suis dessus, que j'ai travaillé sur ces questions-là, que voilà. Et donc, et puis par ailleurs, j'aime beaucoup la bande dessinée, et c'est aussi une petite référence à Tintin, le mystère des oranges bleues. Voilà. Ah oui, c'est ce qui m'était venu en tête moi aussi, donc merci de le dire à la fin. Voilà. Je me sentais aussi complètement inculte. J'attendais vos questions. En transition. Vous auriez fait baisser ma stat en dessous de 100%, j'aurais été très malheureux. Non, je suis là. Non, ne vous inquiétez pas. On est en train d'avoir cette conversation alors que le World Economic Forum est aussi en train d'avoir ses sessions digitales avec, sous la thématique générale du grand reset. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette théorie du grand reset pour le monde? À quoi qu'est-ce que ça vous évoque? Et vous avez utilisé le mot de révolution, vous l'utilisez aussi dans votre livre. Qu'est-ce que ça vous inspire en termes de... Je trouve ça bien. J'ai travaillé avec le World Economic Forum, j'ai participé régulièrement aux travaux de Davos, donc je ne vais pas renier ça. Et je trouve ça très bien, qu'on mette ça sur la table.
La question, c'est comment on passe de Davos au reste du monde. C'est pour moi, je me souviens, j'avais eu cette à la fois, et il faut leur rendre grâce que le côté du stakeholder capitalism, c'est un des endroits où ça a été discuté il y a déjà 50 ans. Et donc Davos a dit certaines choses, mais c'est vrai que le positionnement Davos devient compliqué aujourd'hui. C'est que ça incarne, probablement en partie à son corps défendant, tous les défauts du système. Et donc c'est une parole qui est compliquée. À la fois, c'est très important qu'il parle de reset, et en même temps, voilà, je ne sais pas l'impact que ça va avoir. Et pour moi, l'enjeu fondamental, c'est d'aller au-delà des engagements. Je me souviens une fois, je revenais de Davos, j'étais avec un ami banquier central, et on se disait, c'est super, si on fait la somme de tous les engagements pris, la planète est sauvée. Et puis on dit, bon, on va quand même revenir l'année prochaine pour voir où on en est. Donc c'est à la fois formidable parce que ça participe de la diffusion de ces idées, la socialisation des concepts, et en même temps, il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'il n'y a pas que là que ça se passe. Merci. Vous avez parlé des différents pays ou groupes de pays qui étaient associés avec les grandes phases de changement. On a plusieurs questions qui sont autour du rôle de l'Asie et de la Chine pour cette phase à venir. Est-ce que vous voyez là éventuellement un héritage culturel, philosophique, des enseignements à tirer pour redessiner en fait le système de l'après? Non, de toute façon, on ne peut pas faire l'impasse. L'Asie est en train de retrouver, comme les Chinois nous le rappellent maintenant, sans explication de texte, leur place dans l'économie mondiale, avec leur propre vision. Et ça fait pour moi, on le vit encore plus directement aux États-Unis, où je ne sais plus quel est le nom universitaire qui avait parlé du piège de Thucydide. Donc le fait que quand il y a une puissance qui monte et une puissance qui descend, ça finit toujours par une guerre, comme entre Sparte et Athènes. Et donc aux États-Unis, il y a une obsession chinoise que Biden a repris à son compte ces derniers jours. Et donc, on est à ce moment un peu particulier où effectivement l'Asie doit retrouver sa place, va retrouver sa place, qu'on le veuille ou non. Il faut espérer que ça se passe sans conflit. Il faut espérer qu'on arrive à traiter la question des biens publics mondiaux, comme le climat, mais pas seulement le climat, la biodiversité. Les Chinois accueillent la COP 15 sur la biodiversité cette année, ensemble. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble en ayant des approches très différentes? Et finalement, ce que souhaitent les Chinois, c'est dire, bah, écoutez, nous, on est prêts à jouer le jeu, mais ne nous embêtez pas sur notre système. Ce qui se passe à l'intérieur de nos frontières, c'est chez nous. Les biens publics mondiaux, c'est tout le monde, et chacun garde son système. Donc, je pense qu'on va avoir des tensions très fortes, dont j'espère qu'elles ne dégénéreront pas, et j'espère qu'on évitera le piège de Thucydide. Mais c'est vrai que vu des États-Unis, c'est parfois un peu stressant. Et peut-être, avant de conclure, j'essaie de regrouper certaines questions autour de la taxation. Alors évidemment, en relation avec les inégalités croissantes que vous avez mis en évidence, des économistes comme Piketty sont partisans d'une taxation accrue. Certains membres de notre audience nous demandent ce que vous pensez de l'idée d'une taxe sur la finance. Je me permets de rajouter qu'on sait aussi que pas mal de sorties de crise se sont appuyées sur la taxation des plus riches. Donc, quel est votre point de vue sur ce que l'on doit entreprendre au niveau de la taxation pour la sortie de cette crise? Non, alors là aussi, je pense que les questions vont inévitablement se poser. Je disais, si 50 milliardaires, du fait de la politique des banques centrales et de la relance de l'économie, ont vu leur patrimoine augmenter de 500 milliards l'année dernière, ça pose quand même un problème. On ne peut pas faire... voilà, moi, ce qui me désole, c'est qu'effectivement, c'est une manière de gérer, de prendre de la ressource là où il y en a. Ce que je crains, c'est qu'aujourd'hui, on passe beaucoup de temps à admettre le système tel qu'il est et à le corriger, soit avant, on parle de revenu universel minimum, soit après, en taxant les riches. Donc, on essaie d'anticiper les effets du système ou de les corriger, plutôt que de travailler sur le système proprement dit, en retrouvant les termes d'un contrat social productif dans lequel il y a une inclusion par le travail, une inclusion, je dirais, humaine, salariale, professionnelle, de formation, etc., par le travail. Et qu'on n'ait pas cette machine de travail qui optimise et qui laisse au reste le soin de gérer les dégâts, soit en donnant un revenu minimum avant, soit en taxant les riches qui ont vraiment trop profité. Je trouve que c'est probablement ce qu'il faut envisager aujourd'hui, mais pour moi, c'est un pis-aller. Il faut qu'on se repose vraiment la question des égalités en ouvrant le capot et en disant qu'est-ce qui ne va pas dans le système productif qui fait que le système expulse les gens, alors que c'est quand même l'intérêt collectif qu'on ait plus de gens qui travaillent, qui soient intégrés, qui soient formés, qui soient tout au long de la vie.
Merci Henri-Claude, je te passe la main pour conclure. Merci. Oui, ben, je pense que, Bertrand, je voulais vous remercier parce que je crois que le changement de l'operating system ou le grand reset, c'est, comme vous dites, un travail à long terme qui va nous prendre de 5 à 20 ans, comme vous dites. Mais vous avez donné un certain nombre de pistes. Vous avez donné la responsabilité à de nombreux acteurs. Et ça, je crois que c'est important. Et vous avez souligné à la fin l'importance pour chacun d'entre nous, au niveau individuel, on peut faire quelque chose. Et j'aime bien cette dimension-là de revenir au changement pour nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes. Et en même temps, votre accent sur la fraternité. J'ai bien aimé votre remarque à ce sujet-là, en disant qu'on manque justement de fraternité. La fraternité peut aider justement à cette transformation fondamentale que vous proposez. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce soir, d'avoir accepté, malgré votre emploi du temps particulièrement chargé, de nous donner de votre temps et cette sagesse dont j'ai parlé dans l'introduction. Je remercie aussi bien sûr Catel d'avoir très bien fait ce travail pour synthétiser et poser les questions, des questions très intéressantes. Je remercie aussi toutes les équipes techniques qui étaient derrière et j'espère qu'on aura une autre occasion, Monsieur Badré, de vous retrouver. On vous voit déjà souvent dans les médias, on vous voit souvent aussi pour les articles que vous produisez. J'espère que ça continuera à nous irriguer et à nous faire réfléchir. Merci beaucoup. Et je donne rendez-vous à notre auditoire pour le 11 février, où on accueillera à ce moment-là Charles-Édouard Bouet. Voilà, merci beaucoup.